Arnaud Boissière, Éric Bellion sont toujours avec nous évidemment pour cette deuxième partie d'émission. Alors on a évoqué le calme avant la tempête. Donc messieurs, racontez-nous un petit peu ce qui s'est produit avec cette dépression autour de l'Islande. On va avoir des images avec la direction de course. Quand est-ce que vos échos depuis la Terre et vous, de ce que vous voyez dans votre bateau, vous fait dire « ça sent le roussi ». Arnaud, pour commencer peut-être. Je pense que c'est important d'expliquer que c'est des contrées où on va très peu. Dans les mers du Sud, quand on fait les Vendée Globe, les grosses dépressions, on les voit arriver quelques jours à l'avance. Moi, personnellement, j'étais surpris de l'intensité de la dépression et surtout, en 48 heures, ça s'est durci, c'est-à-dire que les conditions et les prévisions sont sont devenues catastrophiques par rapport à ce qu'on imaginait. On passait par des rafales à 30-35 nœuds à des rafales à plus de 60 nœuds. Donc moi, personnellement, j'étais étonné de ça. Probablement, j'étais pas assez préparé non plus, on va dire, psychologiquement et aussi en termes de cours météo. J'avais suivi des cours météo, mais peut-être pas assez intenses pour ça. Et du coup, c'était étonnant de se retrouver un peu dans un engrenage infernal qui fait que les 5 premiers ont pu passer et ceux de derrière, on s'est retrouvé dans une grosse tempête. Moi, j'ai eu 64 nœuds. Ça m'est pas arrivé beaucoup depuis que je navigue avoir 64 nœuds. Et dans ces moments-là, tu penses plus à la course, tu penses au bateau, tu penses à ton projet et puis tu penses aussi à toi, à ta famille. Et tu dis mais c'est important de s'éclater, mais c'est important de préserver son bateau, préserver le bonhomme aussi. On a quand même beaucoup de projets derrière. Comme disait Eric, on a le Vendée Globe en ligne de mire. Donc voilà, c'était des moments d'incertitude et de tension. Ça nous rappelle, Eric et moi, on a fait les Vendée Globe ensemble il y a 4 ans. Ça nous rappelle des bons et des mauvais souvenirs. Des bons souvenirs parce que c'est intense. Des mauvais souvenirs, c'est parce que c'est des périodes d'incertitude où on se demande aussi si l'élément naturel va pas nous dépasser. Ouais, c'est assez fort d'entendre un skipper chevronné évoquer des nœuds de vent qui sont inédits, 64 nœuds de vent. Eric, est-ce qu'il y a des comparaisons, je sais pas, est-ce que ça engendre des hauteurs de vagues assez impressionnantes? Comment on peut rendre un petit peu simple ces comparaisons pour celles et ceux qui n'ont jamais fait de course au large? Ils sont nombreux évidemment qui nous regardent. 64 nœuds de vent déjà, c'est 120 km/h de vent, donc faut imaginer, c'est ce qu'on a sur les côtes bretonnes, dans les dépressions, les grosses tempêtes hivernales, c'est des grosses conditions, c'est sûr. Après, c'est des conditions qu'on a déjà eues dans les mers du Sud ou pendant le Vendée Globe. Le souci avec la Vendée Arctique, c'est que c'est une course qui se joue, on part du sud et on va au nord. Et donc, notre route est perpendiculaire à toutes les tempêtes. Et donc, les tempêtes, on les prend de plein fouet. On ne peut pas fuir, on ne peut pas être poussé par la tempête et laisser voir venir. On n'a pas d'eau à courir parce que si on fuit, en fait, on tombe sur les îles britanniques, les îles Fairway, et c'est très compliqué. On est obligé de lutter contre le vent. Et c'est ça qui est très éprouvant pour les skippers et pour les bateaux. Et c'est là où, c'est vrai, on risque gros de casser les bateaux. Et casser les bateaux, c'est pas uniquement dire au revoir à la course, parce qu'on est tous armateurs de nos projets. C'est des projets qui nous demandent énormément de sacrifices financiers, humains, familiaux, dans notre vie privée. Et on ne peut pas se permettre de casser nos bateaux. On doit les amener au bout. Et le bout, c'est le Vendée Globe. C'est ça notre objectif. Donc, effectivement, on arrive dans des moments où on se demande ce qu'on fout là. Et ce qu'on est en train de faire est vraiment sérieux. Et la question se pose d'abandonner ou de continuer. Et souvent, il faut plus de courage pour abandonner que pour continuer. Oui, on va pouvoir l'évoquer avec Arnaud dans quelques minutes. Avant cela, au-delà de vos récits, on va aller de l'intérieur avec le skipper italien Giancarlo Pedote. On est le 16 juin, donc 4 jours après le grand départ. Et vous allez voir ce qu'il vit. Et puis derrière, on va avoir la réaction du directeur de course parce que c'est la première étape vers un changement de cap et donc de modélisation de cette course. Questa è la situazione meteo quando arriveremo alla porta in Islanda. Bisogna navigare veramente come marinai e dimenticarsi la regata
fino a che questo pastrocchio non sia assorbito. Forza, abbiamo fiducia in noi. Jeudi matin, après de longues discussions, la direction de course prend une décision difficile. La direction de course, ce matin, a décidé de ne pas amener les marins autour de l'Islande, d'utiliser la porte de façon à ce que les marins contournent cette porte et rejoignent directement le waypoint atlantique. Alors, parcours réduit à ce moment-là, le 16 juin, messieurs, 3300 milles nautiques. On ne contourne donc pas l'Islande, on se contente de contourner cette porte. On se contente, j'utilise des guillemets parce que vous, ça vous fait rire, évidemment, depuis notre position. À ce moment-là, Éric Arnaud, c'est un premier soulagement ou avec le coup de tabac qui vous attend, vous connaissez déjà l'issue. Éric, peut-être? Moi, je voyais depuis quelques jours qu'on ne ferait pas le tour de l'Islande. Je voyais les fichiers et je savais que ça allait être impossible de nous envoyer là-bas. Encore une fois, pas parce que le vent est insurmontable, mais c'est surtout parce qu'on est près des côtes et que les côtes accélèrent le vent parfois et ça devient incontrôlable et dangereux. Et en bateau, c'est jamais la mer qui est dangereuse, c'est la terre, c'est les rochers, c'est là où on peut fracasser nos bateaux, c'est ça qui est dangereux. Et donc, ça a été un soulagement de se dire, voilà, la direction de course voit que ça va être compliqué et nous envoie sur quelque chose de raisonnable. Mais je n'avais pas trop de doutes sur le fait qu'ils allaient faire cette décision-là. De toute façon, moi, j'avais déjà décidé, quoi qu'il arrive, à mon niveau, d'arrêter la course, de continuer d'être en course, mais en tout cas de me mettre à l'abri le temps que le gros temps arrive et de continuer la course une fois que la tempête serait passée. Donc, j'avais déjà pris cette décision pour moi tout seul. Alors, messieurs, en ce 16 juin, on refait les faits. La porte de l'Islande devient donc une marque à parer, alors que les skippers en tête, eux, arrivent, notamment Charlie Dalin, Jérémy Bayou, Thomas Ruyant. Et puis, le lendemain, le 17 juin, la direction de course prend la décision d'arrêter la course, j'allais dire d'arrêter les frais, et de faire de cette porte d'Islande la ligne d'arrivée. Donc on a à ce moment-là passé environ 1500 milles de course. On écoute Francis Le Goff à nouveau nous expliquer la décision de l'organisation. Forcément, au regard du positionnement de cette dépression, des vents qu'ils allaient rencontrer, et surtout l'axe dans lequel ils allaient naviguer, c'est-à-dire avec un vent de travers, c'est de l'allure qui n'est pas idéale du tout pour les bateaux, et surtout une mer croisée très formée, au-delà de 4 mètres, vraisemblablement plutôt 5 mètres que 4 mètres, et en même temps l'arrière de la flotte qui n'avait pas encore passé la porte et qui eux étaient déjà ou allaient rentrer, en tous les cas ce matin également dans la dépression, mais de l'autre côté, beaucoup plus à l'est. Et donc là, ça y est, deux paquets de bateaux à gérer. Et en termes de sécurité, on a estimé qu'il était préférable d'arrêter tout le monde à la porte. Et oui, 2 paquets de bateaux qui ne vivaient pas forcément la même situation. Dans ce contexte, ceux qui étaient devant en profitent donc pour être sur le podium. On pense avec un podium entériné, Charlie Dalin sur Apivia qui s'impose devant Jérémy Bayou, Charal et puis Thomas Ruyant qui complètent ce podium. On voit les images au retour du côté des sables où ils ont été fêtés, où vous avez été quand même fêtés, messieurs. 20 skippers sont finalement classés sur les 25 au départ. Ce n'est pas votre cas, Arnaud, parce que vous décidez finalement d'abandonner le samedi 18 juin à 11h30. Vous êtes à 40 000 de la ligne d'arrivée, je crois, peu ou prou. C'est une décision qui quand même en dit long sur les difficultés rencontrées à ce moment-là pour vous. Oui, c'est une décision assez dure. Une décision, même plus de marin, c'est une décision plutôt d'être humain, en me disant que je ne le sentais pas. J'ai eu une série d'avaries après la tempête qui m'a mis encore plus le doute. Et 40 000, c'est pas beaucoup, mais en fait, c'est beaucoup aussi. En 40 000, il peut se passer beaucoup de choses. Et je me suis fait peur, j'ai failli passer à l'eau, j'ai cassé beaucoup de choses en l'espace de quelques heures. Et je me suis dit, pour moi, en tout cas, c'est pas raisonnable de continuer. Et cette décision d'abandonner, pour moi, est importante aussi parce que ça permet de aussi mettre les compteurs à zéro en me disant, c'est une remise en question personnelle qui m'aide beaucoup, moi et mon équipe, pour reconstruire un programme jusqu'à l'heure du Rhum, pour reconstruire une préparation
et un programme sportif pour faire une bonne place à l'Euro du Rhum. Donc du coup, c'est un mal pour un bien, c'est-à-dire que toute cette course-là, il y a beaucoup de bons à tirer. La première partie de la course est plutôt pas mal. La deuxième partie, où on était plutôt en survie, j'ai plutôt préféré me la jouer vraiment. J'étais plus en course pour moi, je serrais les fesses, puis à un moment ça passait plus, donc je sentais plus. Donc je préfère faire demi-tour et puis voilà, ça m'a. Voilà, j'ai assumé complètement la décision et puis tu vois, on voit les images à l'arrivée, il y avait quand même un accueil sympa des autres skippers qui sont venus me réconforter, de la famille, la direction de course et tout. Et ça qui est chouette, c'est qu'après, avec Eric Bayon qui est là, on a bu un coup à l'atelier ensemble et c'est réconfortant. C'est là où on voit que les marins, on est solidaires, on n'est pas que des copains comme ça. C'est réconfortant d'avoir des petits mots comme ça autour d'une bière après ce qu'on a vécu. Oui, parce qu'on rappelle qu'avec Manuel Cousin, par exemple, vous êtes basé au Sable et vous étiez aussi du coup de cette cérémonie dimanche qui a été rendue pour vous en hommage à cette belle course, mais cette course surtout dantesque et qui est un peu, malgré elle, rentrée dans la légende. On vous a vu d'ailleurs, Arnaud, assez ému. C'était la course la plus éprouvante. Vous qui avez terminé, je rappelle, 4 Vendée Globe, ce qui est, je crois, un record. C'est quelque chose qui vous a marqué pour toujours? Oui, ça m'a marqué parce que pour moi, c'était inattendu. Quand tu pars pour un Vendée Globe, tu sais que tu vas prendre 60 nœuds et tu t'y prépares différemment. Là, la Vendée Arctique, pour moi, comme beaucoup de concurrents, c'était une course de préparation ultra importante pour la Route du Rhum. Et je pense que moi, personnellement, j'ai sûrement sous-estimé ce parcours-là. Mais aussi, je ne m'attendais pas à la brutalité des événements et des éléments. Du coup, oui, ça m'a marqué. Je ne pense pas que ce soit plus dur que le Vendée Globe, hein, malgré tout. Parce qu'un Vendée Globe, Eric pourra en parler aussi, c'est extrêmement dur de sa longévité et d'endurance. Mais moi, je trouve que c'était dur par sa brutalité, cette course-là. Il y avait beaucoup d'incertitudes. On va virer l'Islande, on ne va pas virer l'Islande. Dans quel sens on fait le parcours immobilisé, tout ça. Moi, ça m'a mis dans un état d'incertitude perpétuelle qui fait que au moment où j'abandonne, finalement, moi, je sentais plus. Et finalement, je regrette même pas aujourd'hui d'avoir abandonné parce que, au contraire, on me branchait beaucoup. J'ai fait 4 Vendée Globe, donc une Vendée Arctique, c'est rien. Ben non, une Vendée Arctique, une Euro du Rhum, une Jacques Vabre. C'est des courses extrêmement dures, donc ça permet de mettre les pendules à l'heure. Moi, le premier. Et du coup, ça va m'aider pour l'avenir. Et depuis que je suis revenu, ça m'aide beaucoup pour justement repartir à zéro et puis les fondamentaux. Et Eric, on entend ce que dit Arnaud. J'imagine que vous avez vécu un peu les mêmes sentiments. C'est une course qui est censée être préparatoire à mettre dans les conditions du Vendée Globe. On est en plein dedans, c'est même peut-être plus dur, même si Arnaud nous dit que non, un Vendée Globe est une valeur étalon. C'est quand même dense, ça vous rend fier d'être allé au bout, d'avoir vu la ligne, vous? Je ne sais pas si je parle de fierté, parce Plus du que soulagement? je pense que Cali peut être fier aussi de s'être écouté et de s'être préservé. En fait, c'est pas tellement une fierté d'être allé au bout. Effectivement, le Vendée Globe et la Vendée Arctique, ça n'a strictement rien à voir. Le Vendée Globe, c'est 3 mois de solitude. Ça n'a rien à voir. Là, on est parti pour 12 jours. Effectivement, des conditions rudes. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Non, moi, effectivement, il y a un moment où... bon, déjà, moi, j'étais légèrement devant Cali, devant Arnaud. Donc, il a eu des conditions pires que les miennes. Moi, c'était encore possible, je pense, de monter, même si à un moment, j'ai failli abandonner. Et j'étais vraiment à 2 doigts de me dire que je n'allais pas y aller. Et puis, il y avait un autre skipper derrière, Sébastien Marseille, d'ailleurs, que j'ai failli tamponner. On a eu une grosse frayeur tous les deux. Ouais, c'était vraiment rock'n'roll la montée. Et puis, voilà, je ne sais pas, il m'a dit un mot, je ne sais pas quoi. Il m'a dit, voilà, faut serrer les dents, on a 24 heures, il faut serrer les dents. Et je me suis dit, allez, on va serrer les dents. Et c'est grâce à ça, quelque part. Donc, c'est aussi de l'entraide et de la camaraderie, comme le dit Arnaud, qui m'a permis d'aller au bout. Et voilà, je suis content d'être allé au bout. Et encore, je pense que je le pouvais. Mon bateau était en bon état. Et donc, voilà. Et c'est vrai que je suis content d'avoir passé la ligne. Après, je pense que si j'avais dû abandonner et faire le choix, même si c'est plus dur à encaisser, j'aurais été fier de moi, de m'être écouté et d'avoir écouté mon bateau.
Oui, jamais facile. Vous l'avez dit aussi, vous avez appris 1 milliard de trucs, c'est très bon pour la suite. Ouais. Je vous cite dans cette préparation. S'il y en a en 2024 préparatoire au VG, vous irez? À moi? Oui. Ah bah c'est sûr. Allez. Moi, je suis en train de construire un nouveau bateau. Et donc, c'est sûr que là, tout ce que je fais, c'est pour aller au Vendée Globe. Et je m'étais promis de jamais le refaire. Et j'y reviens avec un bonheur incroyable. Tu te marres, Arnaud. Mais c'est vrai, ouais, tout ça, c'est génial. On est des privilégiés. On fait un sport extraordinaire sur des machines extraordinaires, avec des gens extraordinaires. Et tout ça, ces courses-là, ouais, à la fin, même si c'est dur, même s'il y a des abandons, même s'il y a de la casse, tout ça, ça reste que du bonheur, hein.